Bonjour tout le monde, bon matin, bienvenue à la session numéro 2 du Challenge Afrofood. Ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bienvenue dans ce live, bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est la suite, c'est la journée 2. On est ensemble pour continuer à parler sur ce thème de contrôler, maîtriser et magnétiser sa marque Afrofood. Je me prénomme Jean-Philippe, je suis vraiment heureux de vous retrouver. Hier, Yanira vous a donné des clés puissantes pour stabiliser votre chaîne d'approvisionnement, puis c'est vraiment un pilier essentiel, central c'est vraiment un pilier pour éviter les chaos opérationnels en 2026. Et aujourd'hui, on passe à un autre pilier qui est critique. Un pilier on va parler de l'impact qui est parfois invisible, mais dont les conséquences peuvent être importantes pour vous. Donc, peu importe la qualité de votre produit, peu importe peut-être la beauté de votre packaging, peu importe la force de l'histoire de votre produit, si votre étiquette n'est pas conforme en 2026, mais votre produit, il risque de ne pas pouvoir entrer sur le marché. Ça peut être frustrant, mais c'est une réalité, puis c'est exactement pour ça que vous êtes ici aujourd'hui, pour éviter ce genre de catastrophe. Tu as peut-être déjà vécu ça, tu as mis toute ton énergie à présenter à tes clients un produit que tu vois comme incroyable. Tu arrives enfin à produire tes premiers stocks de façon sérieuse, tu investis dans une étiquette qui te donne une belle allure, tu envoies ton lot à un distributeur et là, wow, l'étiquette n'est pas conforme, la fiche nutritionnelle elle est incomplète, le produit peut même être refusé par l'Agence d'inspection des aliments de ta région. Donc, résultat, des semaines perdues, des stocks gaspillés peut-être, des coûts additionnels pour toi, pour ton entreprise, puis surtout une énergie qui s'abîme. Donc, c'est souvent ça qui est le plus douloureux, c'est pas nécessairement de devoir corriger, mais c'est d'apprendre que tout pourrait être évité. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que la conformité, c'est juste peut-être une étape administrative, mais en réalité, la conformité, c'est un outil stratégique pour protéger tes clients, pour protéger ta crédibilité, pour assurer tes partenaires, tes distributeurs. Donc, c'est pas juste un papier, c'est un passeport pour plus de croissance. Puis ceux et celles qui auront ce passeport complet vont avancer beaucoup plus vite dans leur projet, dans leur entreprise. Donc, j'aimerais que vous imaginiez un peu où pourrait être votre marque Afrofood dans 3 mois. Aujourd'hui, on est le 11 décembre, on se projette au fin février, début mars. Vous avez une étiquette qui est claire, propre, valide. Vos documents sont impeccables pour vos fournisseurs, vos fiches aussi. Vous n'avez plus ce stress-là. Puis, vous avez vraiment la capacité de pouvoir vendre avec confiance, que ce soit ici au Canada, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Europe. Donc, imaginez tous ces partenariats facilités, imaginez une meilleure crédibilité. Puis, c'est vraiment ce qu'on veut faire aujourd'hui pour cette deuxième journée du challenge. Donc, au fil du challenge, vous avez peut-être remarqué, chaque journée, c'est une pièce d'un même puzzle. La journée 1, hier, on a parlé de maîtriser ses opérations. Aujourd'hui, on parle de sécuriser sa conformité. Puis demain, on va parler de comment magnétiser son storytelling gastronomique. Donc, quand ces 3 éléments sont réunis, ça s'aligne. Votre Afrofood devient elle a plus de capacité de croissance. Votre marque devient solide. Votre message devient vraiment désirable pour les personnes avec qui vous avez vraiment envie de travailler. Donc, maintenant, je suis très honoré de vous présenter Vanina Rome qui partage l'écran avec moi. Vanina, c'est la personne qui transforme la conformité en façon de protéger vos produits, sécuriser votre marque. Donc, ce qu'elle va partager aujourd'hui, ça peut être littéralement ce qui va vous faire gagner des mois à économiser des centaines de dollars. Donc, préparez votre carnet de notes, préparez vos questions, surtout préparez-vous à clarifier des points que vous repoussez peut-être depuis trop longtemps. Donc, Vanina, la scène, elle est toi. Bonjour Jean-Philippe, merci beaucoup, merci pour la présentation. Alors,
Merci à vous d'être présent, de vous avoir choisi pour pouvoir démystifier certaines choses et puis sortir dans des points d'interrogation ou des questionnements ou une situation de non-conformité que vous avez eu au cours d'une inspection et au cours euh, d'une remarque parfois d'un client. Donc voilà, aujourd'hui, eh ben, c'est ce que nous allons faire. Nous allons continuer ce challenge et vous transmettre les bonnes informations. Alors, je me présente, Vanina Rom. Je suis consultante en assurance en contrôle qualité et comme vous, je connais les enjeux dans le secteur de l'agroalimentaire car moi-même, j'ai aussi entrepris dans le secteur. J'ai grandi aussi dans une famille en Martinique dans la transformation alimentaire. Et en plus, en étant ici au Québec, précisément, je suis du Québec précisément, et comprendre comment est la structure réglementaire, que ça soit ici, et comprendre les enjeux jusqu'à présent. Alors, Jean-Philippe, est-ce que c'est possible que je puisse partager Oui, parfait. J'espère que vous voyez bien. Vérifier. Parfait. Alors, j'aimerais savoir d'où vous venez, dans quel coin du monde vous êtes, hein, parce que ça permettra aussi de comprendre aussi les différents enjeux que vous avez dans le secteur de l'agroalimentaire. Et au fur et à mesure, ne vous gênez pas de poser vos questions dans le chat ou dans les commentaires à travers les différentes plateformes, les différents réseaux. Donc, moi, je voudrais savoir quelle activité dans le secteur agroalimentaire, dans quel département, que ce soit dans un département de boulangerie, que ce soit un département carnet, la création de produits alcoolisés, donc des vins, des liqueurs, des punchs, département également dans la transformation des fruits et les légumes également, et dans les produits laitiers. Quel que soit où vous situez à travers vos projets, je vous invite à le mentionner. Parfois, ça peut éclairer et comprendre un peu plus vos enjeux. Alors, mon objectif aujourd'hui, c'est de faire comprendre les rôles des autorités, anticiper les règles en 2026 et bien sûr savoir quoi exiger de vos fournisseurs. Puis on va utiliser l'histoire d'Edith afin de structurer un projet de transformation alimentaire. Alors revenons sur l'histoire d'Edith. Hier avec Yanira, vous avez vu c'est quoi la chaîne d'approvisionnement. Elle avait cité différents points, avant, on va remettre le contexte. Qui est Edith? Edith est originaire de Cameroun et elle est fondatrice d'une gamme d'épices, de produits en croissance à Québec et se développer une sauce au poivre, ambitieuse, talentueuse, mais bloquée par le système. Elle est une entrepreneuse en croissance. Elle est connue ici. Ses épices se déplacent plus au niveau, sont reconnus par différents clients. Mais quand on évolue, on peut être dans cette fragilité. D'ailleurs, lors du challenge d'hier avec Yanira, elle vous a parlé de différents points de non-conformité qu'il y a eu lors de sa rencontre avec Edith. D'ailleurs, on va justement décortiquer ces différents points et quelles sont les conséquences. Alors, un des problèmes, c'était la qualité du coumet. Alors, ça, c'était dû à un mauvais séchage. Les conséquences, c'est que le développement d'humidité et des risques de moisissure, soit une perte d'arôme, d'intensité, baisse de la qualité du produit final et puis une bâche complètement inutilisable, donc ça va créer des coûts financiers. Pourquoi c'est arrivé? Donc, tout d'abord, est-ce que Edith avait déjà de la documentation en lien avec son fournisseur? Donc, il n'y a pas un cahier des charges, il n'y a pas eu un contrôle non plus du produit à la réception et on a tendance à faire confiance en disant que les mots sont là et que le partenariat se fait ainsi. Ben non, dans le secteur de l'agroalimentaire,
précisément, il faut des preuves, il faut des choses qui soient tangibles et qui permettent de justement de faire le très bon suivi. Ce que nous appelons bien souvent, c'est les contrôles de critiques. L'autre point, on a vu, c'était l'achat de trop grandes quantités, donc un problème de stockage. Quand on achète très grande quantité de produits, c'est sûr qu'on va avoir une perte d'odeur, d'oxydation, une dégradation de la qualité qui va envahir l'espace de production. Les produits non conformes après quelques mois parce que peut-être qu'il n'y a pas eu cette rotation, donc ça peut avoir c'est pour ça ça a une conséquence. Et bien sûr, ça va créer une impossibilité de vendre toute la quantité, une perte vraiment sèche. Ce que Yanira a bien souligné lors de sa présentation. Alors, on disait absence de calcul des besoins. Donc, il faut savoir la quantité de produits, même s'il y a une offre spéciale, il faut savoir si notre client, si on a une clientèle qui a besoin de ce produit. Est-ce que je suis certaine que ce produit va être vendable et qu'on n'a pas une mauvaise gestion de ce stock. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi une structure documentaire qu'il faut mettre en place pour savoir quel est le produit que j'ai reçu en premier et celui qui doit sortir en premier. Alors, aussi l'espace a aussi un impact. Le fait de mettre certains produits, il faut éviter de mettre certains produits qui ne sont pas compatibles. Puis, bien sûr, le fait qu'elle n'a pas un plan d'approvisionnement. L'autre point, c'était que les produits sont trop pimentés. Donc, il y a une conséquence par rapport au lavage du mixeur qui n'a pas été fait adéquatement. Donc, produit trop piquant, le client se plaint, retour du produit, donc ça va faire une perte de crédibilité. Et bien sûr, tout le cheminement qu'elle a dû mettre en place, c'est des dépenses. Donc, du coup, elle devra faire autant que le produit est parti. Il faut se rappeler qu'il y a aussi une conséquence de faire retourner ce produit. Donc, ça refait le sens inverse. Donc, il y a des coûts. Puis, bien sûr, le client se posera la question, est-ce qu'il y a un contrôle, au fait, qui est fait, donc, sur sa salubrité de son espace. Donc, pourquoi c'est arrivé? Pas de procédure de nettoyage, pas de validation du nettoyage et pas de checklist. En fait, toutes les informations qu'on doit faire par étape afin d'être sûr qu'il n'y aura pas d'erreur. Donc, c'est peut-être dû à la fatigue et c'est normal, nous sommes humains. Et c'est important parfois d'avoir un document à côté ou tout simplement sur notre tablette qui permet de faire une checklist, de bien vérifier si on a fait toutes les étapes. L'autre point, c'était un point par rapport au produit pour le dédouanement du produit. Donc, Edith n'avait pas toutes les informations. Donc, elle n'avait pas les certificats d'origine, les factures conformes, les analyses, les permis. Il y a beaucoup d'informations qui sont nécessaires pour faire entrer les produits ici au Canada. Je précise au Canada, mais quel que soit où vous êtes, il y a une réglementation. Donc, chaque pays a une réglementation pour le dédouanement d'un produit. Il y a des choses que vous devez avoir en amont pour être sûr de la conformité du produit et les réglementations en lien à l'introduction du produit sur le territoire. Donc, les conséquences, une marchandise bloquée au port, des frais d'entreposage et bien sûr des risques de destruction parce qu'il y a toute chose à un délai. Ça va faire que c'est un retard, sa clientèle sera mécontente parce que c'est un produit qui est nécessaire. Et qu'est-ce qui va engendrer en plus, ça va être stressant pour Edith. Pourquoi c'est arrivé? C'est un manque de connaissance des règles d'importation. Encore une fois, pas de checklist d'import, pas d'entreprise de courtage. Parfois, il faut en avoir pour l'accompagnement, mais je dirais la première chose qu'il faut, c'est une structure, quelque chose de clé. Yanira a dit hier, il faut avoir une planification. Et je confirme, cette planification permet d'éviter des erreurs. Puis, on avait parlé de notre point lors de sa présentation. Je vous mets ça assez rapidement parce que je me suis dit, suite à ce qu'elle vous a dit, qu'est-ce qui se passe et quelles sont les conséquences dans le secteur de l'assurance qualité et en lien avec le produit. Alors, par rapport au bris de marchandises lors de la livraison, aucun protocole logistique, emballage et transport. Ça aussi, c'est une conséquence, ne pas avoir l'équipement adéquat pour faire le transport du produit.
Donc, ça crée que la marchandise est perdue, il y a des frais de livraison qui ne vont pas être remboursés, la relation du client peut être fragilisée parce qu'il y a eu aussi un retard dans celui-ci. Puis, bien sûr, ça peut avoir une répercussion euh, sur sa crédibilité. Donc, pourquoi ça arrivé? L'emballage, comme je disais, n'est pas adapté. Absence de test de résistance, donc il fallait tester ça. Le mot qui va venir énormément, c'est la validation de chaque chose qu'on va mettre en place pour la réalisation du produit. Bien sûr, dans le secteur de l'agroalimentaire, il faut avoir aussi des assurances qui sont en lien avec le transport, en lien avec le produit qu'on transforme, afin de couvrir les différents types de frais. Et bien sûr qu'il n'y avait pas une procédure d'expédition. Au fait, ce n'est pas un manque de talent qu'Edith a, et je pense que beaucoup d'entre vous se reconnaissent à travers d'Edith parce que nous avons tous un talent, une passion, une volonté de se démarquer. Mais en gros, c'est ce qui va revenir bien souvent, c'est la documentation, avoir un système. Et je sais, je vous vois déjà venir en disant, oh, c'est compliqué, c'est beaucoup de lecture, beaucoup de paperasse, beaucoup, oui, oui, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est moins stressant d'avoir une structure documentaire mise en place au fur et à mesure que d'arriver à avoir plein de rejets et des inspections et également des retours des produits. Même si le produit est bon, même si le produit est bien présenté, cela ne garantit pas que le système qualité est conforme. Donc c'est pourquoi que faire les choses seul, c'est assez complexe, c'est assez difficile et je sais que je suis consciente de tout ce qui a comme frais à engager dedans. Donc c'est pourquoi que l'objectif de ce challenge AfroFood, c'est vous donner des astuces, des points clés et de faire les choses pas à pas, de pouvoir vous permettre de démystifier certaines choses et de prendre confiance. Il faut bien commencer à un endroit, hein. Il n'y a rien d'autre de parfait. Ce qui est important, c'est de prendre conscience que il y a des erreurs qu'on peut faire et à travers cela, comment faire pour récupérer et être plus en confiance. Alors, dites-moi, qui ici se reconnaît dans au moins une difficulté d'édite? Qui se voit bloqué aujourd'hui par rapport à un point, par une conformité, un fournisseur et soit l'étiquetage. Donc, marquez dans les commentaires ou soit dans le chat. Ça me fera plaisir de vous entendre et de lire et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement trouver la solution clé. Et peut-être au cours de cette présentation, vous aurez des réponses. Alors, c'est quoi le système de qualité? Et franchement, je vais pas vous cacher, hein, quand j'étais comme la plupart d'entre vous, je me disais, mais pourquoi il faut remplir toute cette documentation? Mais à quoi ça sert? Ben, ça permet de ne pas oublier. Parce que bien souvent, on pense qu'il suffit, on te dit, ah oui, mais je le fais normalement, c'est une recette qu'on fait depuis longtemps, et c'est facile, je sais qu'est-ce que j'ai fait. Mais le cerveau sélectionne et on peut oublier et on n'a aucune garantie. Donc, un système qualité, c'est le cœur d'une entreprise. Et bien sûr, il vous accompagne tout le long, que ça soit sur la structure, parce que le système qualité, c'est en lien avec le manuel qualité et les actions concrètes qui est le contrôle qualité. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire, quelles sont les politiques que je vais mettre en place dans mon entreprise qui permettent de répondre à, à, la, à différentes situations, que ce soit le travail par rapport aux ressources humaines, par rapport à l'achat de mes produits, par rapport à la vente des produits, en fonction des différentes chaînes d'approvisionnement, au fait, hein, et qui ont des conséquences également sur le produit. La structure, ça veut dire question, c'est quoi les procédures que je vais mettre? Je reprends les procédures, c'est quoi les instructions que je vais mettre en place? Quelles sont les ressources que j'aurai besoin? Comment j'évalue, au fait, que ça soit les achats, que ça soit les achats que je vais faire pour mes ingrédients, les achats que je vais faire pour mes produits
Pour les composantes, c'est-à-dire le matériel pour l'emballage, également les produits de lavage que je vais utiliser, ainsi de suite. Tout cela doit être dans un système, donc dans le système qualité, qui va composer le manuel de qualité. Et au fur et à mesure, celui-ci se met en place. Et ainsi, ce qui va permettre de dire que ce que j'ai écrit est conforme, ce sont tout ce que je vais vérifier, tous les tests que je fais au fur et à mesure. Chaque jour, voici qu'est-ce que je dois faire. À chaque fois que je commence une production, ça part dans mon entrepôt, ou quel que soit dans mon placard, ben, j'ai les informations que je vais demander par la suite à mon fournisseur. J'espère jusque-là que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire et qu'est-ce que ça signifie. Bien souvent, on pense qu'on a besoin d'un système bien complexe. Et tout ça peut se faire avec juste des documents Word ou Excel. Le but, c'est de bien faire la traçabilité du produit. Parce que la traçabilité du produit permet de garantir le cheminement d'où est parti mon produit et comment il a été composé. Et si on ne la documente pas, ben on la perd. On a une plus grande perte. Et on ne sait pas exactement à quel moment on a fait une erreur dans la production ou une problématique qu'il y a eu à travers notre fournisseur lors de la création du produit fini. Donc, c'est important d'avoir cette documentation. Je ne le dirai pas assez fort. Il faut avoir une documentation qui permette de bien suivre votre traçabilité du produit. Alors, on va venir par rapport à notre fournisseur. On va prendre le cas, un des problèmes qu'a souligné Edith et particulièrement Yanira hier en parlant du problème de la qualité du cumin. Ceci va nous permettre de savoir exactement qu'est-ce qu'il faudrait demander à son fournisseur. Donc, avant d'acheter un produit, comme l'a souligné Yanira, c'est d'avoir un contrat avec son fournisseur. Ce contrat, c'est cette entente qu'il y aura entre vous et lui. Les différentes informations qu'il faut exiger, ce sont les fiches techniques, afin de savoir toutes les informations du produit, comment ça a été conditionné, comment ça a été, c'est quoi la composition, c'est quoi le type d'emballage, ainsi de suite. Donc, et demander un échantillon. C'est très important d'avoir un échantillon avant d'acheter un produit. L'échantillon de ce lot va permettre de faire vous aussi vos propres analyses en fonction de la quantité que vous allez acheter. Donc, si au cas le produit n'est pas de qualité par rapport à l'échantillon que vous avez reçu du lot que vous êtes censé recevoir, vous pouvez refuser celui-ci parce que dans l'entente que vous aurez mis avec votre fournisseur, il devra vous créditer ou trouver une solution de vous envoyer le produit de qualité. Les conditions de stockage, là, il pourra les informations aussi. Cette information est très importante. C'est savoir c'est quoi l'humidité adéquate, la température également, le lieu d'entreposage pour éviter l'oxydation du produit. Bien sûr, de comprendre quel type de méthode, par exemple, c'est le cumin de séchage qui a été utilisé pour savoir toutes les procédures qui ont été établies. Bien sûr, on va parler du certificat d'analyse, c'est-à-dire tout ce qu'il faut en lien en analyse physico-chimique et que également les analyses microbiologiques. Et comme je parlais tout à l'heure de la traçabilité, bien sûr, traçabilité, c'est pour faire le suivi en cas de rappel ou également j'allais dire, oui, il y a le rappel, mais aussi pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans toute la chaîne de production, si au cas il y a eu un défaut ou tout simplement, ça veut pas dire que c'est impropre à la consommation, mais c'est plus qu'il y a peut-être un défaut ou une information manquante. L'autre point, ce qui est très intéressant, si notre fournisseur l'a, quelles que soient les certifications, il y a une certification biologique, une certification, je dis cachère, les différentes certifications, comme les certifications GFSI, qui sont les normes d'ISO. Donc ça garantit encore plus que le fournisseur travaille d'une façon adéquate afin de garantir la salubrité du produit et en respectant les différentes normes qui sont mises en place par rapport au type de certification qu'il va rechercher.
Et bien sûr, on parle aussi du système ACEP qu'on voit. Je sais que ce mot n'est pas forcément connu de tout le monde. Ceux qui sont dans le secteur le savent. C'est ce qui va garantir la maîtrise au fait des dangers et en même temps, quels sont les contrôles qui vont être mis en place. Un jour, on va en parler et j'ai hâte de vous décortiquer cela parce que je me souviens moi-même, en étant étudiante et en travaillant dans les entreprises, je me posais la question, mais pourquoi on demande tout ça d'informations? Pourquoi on dit il faut écrire tout ça? Ça sert à quoi? C'est quoi ces lettres? C'est quoi ces chiffres? Mais ça a une raison d'être, hein, parce que ça évite justement énormément d'erreurs. Que faire si le fournisseur ne peut pas fournir certaines exigences de qualité? C'est une très très bonne question. Êtes-vous déjà arrivé, ça vous est déjà arrivé d'avoir un fournisseur qui vous dise qu'il ne peut pas vous transmettre ces informations, mais vous aimez son produit? Alors voici les différentes options. Alors, l'option qui est très claire, très simple, si vous voulez pas vous casser la tête, ne pas faire autre chose, c'est de rechercher un autre fournisseur. Et c'est important d'en avoir plusieurs. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui peut arriver. Parfois, dans le cas de votre fournisseur, avoir une rupture de stock, une problématique en lien avec l'hygiène salubrité, il n'a plus la certification ou les exigences que vous allez lui demander. Donc, la priorité, c'est la sécurité alimentaire et elle doit être constante. Et si le fournisseur n'a pas de normes nécessaires, il faut passer à un fournisseur vraiment fiable. La deuxième option, c'est d'ajouter un contrôle interne. C'est-à-dire que c'est à vous de faire ce travail-là, d'aller faire d'autres analyses avant de mettre le produit dans votre chaîne de production. Donc, c'est-à-dire, si c'est non conforme, vous devez le refuser. Alors, cela signifie que si vous avez décidé de prendre en charge tout ce qui est en lien avec l'analyse physico-chimique, microbiologique, les tests, les différents tests qui sont en lien avec différents produits, c'est à vous de savoir si vous êtes prêt à prendre les conséquences et quels sont les accords que vous avez aussi avec avec le fournisseur. Mais bien sûr, la troisième option, ça peut être de mettre ensemble un plan d'amélioration avec le fournisseur. Donc, vous pouvez accompagner le fournisseur afin de travailler en collaboration, de l'aider à avoir cette exigence à respecter, établir un contrat et un protocole de qualité et un suivi régulier avec des audits nécessaires. Donc, les audits, c'est aller sur place et aller faire un inspecteur, de valider tous les points pour voir si la conformité et le seuil de conformité également est respecté. Alors, dites-moi, quelle option vous allez choisir entre le 1, le 2 ou le 3? J'ai hâte de voir ce que vous allez mettre dans les commentaires parce que c'est ça qui va déterminer comment vous allez travailler, quelles sont les collaborations que vous allez faire avec vos fournisseurs. Il est important de choisir la situation qui vous permet de vous sentir bien, vous sentir à l'aise afin d'évoluer dans votre entreprise. Alors Edith, après avoir mis en place tout un système, avoir compris c'est quoi la chaîne d'approvisionnement, avoir compris qu'elle devrait documenter sa documentation, chaque chose qu'elle fait, elle doit le documenter avec des documents, des procédures, des instructions. Également, quand le produit part, celui-ci se suit à tel document. La création justement de son système ACEP, son système, je veux dire, de qualité, son manuel de qualité, lui permet de respirer, de reprendre le contrôle et d'arrêter de perdre de l'argent. Et bien sûr, se sentir à cette position d'être une chef d'entreprise en confiance. Mais voilà, Edith prend vraiment confiance. Elle se dit, maintenant j'arrive à gérer mes fournisseurs, mes épices, ça commence à se faire connaître. J'ai envie d'un autre défi. J'ai envie de créer un produit qui me ressemble, un produit qui va mettre en valeur ma culture, mes épices. Elle se dit, ben, pourquoi pas créer un autre produit? Qui a déjà testé un produit avant de la commercialiser et quels sont les tests? Quels tests avez-vous déjà fait?
Parce que Edith est tellement enthousiaste. Je sais qu'est-ce que c'est quand on a quelque chose qui pop-up dans notre tête et qu'on a envie que ça aille déjà sur le marché et quand on l'a fait goûter autour de nous, on nous dit, oh, c'est vraiment bon, c'est excellent. Mais, mais qui arrive bien souvent, même si on a un produit qu'on a trouvé c'est super bon, que les entourages trouvent c'est de qualité, mais c'est encore d'autres défis. C'est-à-dire, il y a d'autres produits qui vont d'autres enjeux parce que les épices, par exemple, sont moins strictes, mais le moment qu'on va ajouter d'autres produits, d'autres sous-produits qui peuvent être à des conséquences d'altération, du moment que il y a d'autres produits qui vont être un enjeu, il y aura d'autres types d'analyses à faire. Alors, pour créer un nouveau produit, voilà qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place. La liste des étapes principales, je vous le donne, et ça, c'est très important de le noter. Avant de décider de faire, par exemple, comme Edith, il veut faire une sauce au poivre hein, pour accompagner des viandes, pour faire justement, comment on appelle, je sais pas, j'oublie le terme, mais me faire tremper justement la viande. En tout cas, vous savez de quoi je parle, ou faire une sauce brune du style pour faire les poutines, par exemple. Donc, ça prend déjà d'aller chercher la documentation et aussi, dans cette documentation, c'est la réglementation et les appellations du produit. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on transforme. Il faut donner les bons termes de ce produit. Et à partir de celui-là, il faut créer un protocole expérimental. Il suffit pas juste de prendre une recette et dire que je fais une grande batch parce que les conséquences de celle-ci, tant qu'on n'a pas testé, on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut avoir comme interaction, qu'est-ce qu'il peut avoir comme problématique. Alors, à partir de là, on sait quand on a déjà la réglementation, on sait c'est quoi les choses que je devrais mettre en place. Dans mon protocole expérimental, je mettrai les différentes étapes. Donc, ça veut dire tout ce que je vais mettre comme test que je voudrais faire physico-chimique, les différents contrôles que je devrais faire pendant cette production et bien sûr les échantillons que je vais prendre à telle étape pour justement faire les tests microbiologiques. Bien sûr, quand on commence, on a fini un produit, il faut aussi déterminer la durée de vie de celui-ci et le conditionnement. Alors, ces tests-là, il y a des laboratoires qui le font et je pense que ça va permettre aussi de savoir qu'il y a des étapes que vous pouvez faire avec nous et justement de déconstruire certaines choses et de pouvoir trouver des astuces pour pouvoir les réaliser adéquatement. Et bien sûr, le choix de conditionnement, tout ce qui est entraîné avec l'emballage, l'idéal, afin de garantir que le produit reste dans un milieu propice, disons, de qualité, pour éviter justement les différents types d'altération du produit, que ce soit physico-chimique ou bien microbiologique. Et bien sûr, le point que nous allons discuter, c'est la préparation des étiquettes qui doit être conforme. Alors ici au Canada, je veux dire au Canada, au Québec, il y a trois piliers pour la réglementation. Donc il y a Santé Canada et l'Agence canadienne des inspections d'alimentation. Alors Santé Canada, c'est eux qui vont mettre les lois, les normes, afin que les producteurs, que ce soit également les transformateurs, puissent comprendre qu'est-ce qu'ils devraient mettre en place, qu'est-ce qui est permis. Et par la suite, c'est l'agence canadienne qui va venir vérifier dans les différents établissements, fonction de leur catégorie, quels sont les contrôles qu'ils doivent mettre en place et quels sont justement, ce sont des garants pour être sûr que les entreprises respectent les différentes normes et lois qui sont mises en place. Et ici, au Québec, nous avons aussi le MAPAC va permettre d'avoir aussi certains permis, aussi faire des inspections également dans le secteur de la transformation alimentaire et aussi il y a aussi des points clés afin de structurer les entreprises d'ici. Voilà, ici au Québec, au Canada, donc vous devez savoir qu'il y a Santé Canada, l'Agence canadienne d'inspection des aliments et le MAPAC, qui est le ministère de l'Agriculture, des Pêches, des Aliments, qui régit tout ce qui est en lien avec l'agroalimentaire, tout ce qui est en lien avec les lois, les normes et les inspections et les permis.
L'étiquetage, point crucial pour le produit fini. Alors, les informations obligatoires sur l'étiquette, c'est le nom usuel du produit, la quantité nette, le nom et l'adresse du fabricant, importateur, distributeur, liste complète des ingrédients, si supérieur à un ingrédient, et puis déclaration des allergènes, il suffit d'ajouter. Le tableau de valeur nutritive doit être présent dans la plupart des pré-emballages afin de savoir les différents seuils, que ce soit lipides, glucides, également la quantité euh, de, de gras saturés aussi. Bien sûr, il faut les dates de préemption, la durée de vie. C'est ça qui va garantir combien de temps que le produit peut rester dans les tablettes, mais aussi une indication, ça va venir tout de suite jusqu'ici. Il y a aussi, avant de venir sur la qualité, la date de préemption, il y a aussi les indications qu'il faut mettre pour savoir s'il faut le conserver dans le réfrigérateur après ouverture, est-ce qu'il faut agiter, la date limite de laisser dans le réfrigérateur également. D'autres mentions, c'est de marquer d'où a été produit le produit, mettre que ça soit en anglais et en français. Généralement, si vous êtes ici au Québec, ça va être, on peut mettre uniquement en français. Les agrégations volontaires, par exemple sans gluten, sans OGM naturel, ça doit être testé, ça doit être véridique, ça doit être prouvé et on ne peut pas mettre cela parce que ça fait stylé ou que ça permet justement de donner une information erronée parce que même si on dit que mon produit est naturel, mais qu'est-ce qui garantit que mon produit est naturel si on n'a pas fait de test? Après, toutes ces informations que j'ai transmises et dites se sont découragées. Mais je pense, oui, c'est normal. Je pense bien souvent on peut être découragé parce qu'il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de réglementations qui doit être mis en place. Mais ne soyez pas trop longtemps découragés. Il y a des solutions et on est là pour ça. Alors, quels sont les éléments obligatoires sur vos étiquettes vous pose le plus de problèmes, le plus de défis? C'est vrai, il y a un élément que je vois qui revient bien souvent quand j'observe, c'est la création du numéro de lot qui garantit la traçabilité. On ne comprend pas trop c'est quoi le codage qu'il faut mettre en place. Le but, c'est que vous puissiez vous-même savoir où est parti votre produit, quels sont les éléments qui entraient dans mon produit et où il a été distribué dans différents points commercialisés ou que ça allait chez des particuliers. Ce qui est important, c'est où le produit va et qu'est-ce qu'il y a eu à l'intérieur. L'autre point c'est ça, le numéro de lot, le tableau de valeur nutritive. Bien souvent, les personnes ne voient pas l'importance, mais en ce moment, l'année 2026, on ne pourra pas négliger le tableau nutritif. Justement, le symbole loup, est-ce que vous avez pris conscience? Est-ce que vous avez entendu ceux qui sont ici au Canada, au Québec? Est-ce que vous avez entendu qu'est-ce qu'il y en est par rapport à celui-ci? Parce que j'avoue, si on n'était pas proche de la réglementation, si on était loin, loin, loin de cet écho justement du symbole à poser, c'est sûr, on ne pouvait pas être au courant et si on peut être pris par surprise, ben c'est là, c'est pour ça. Vous avez fait le bon choix d'être là aujourd'hui pour comprendre qu'est-ce qui va se passer avec le symbole loupe. Que ça signifie? Donc maintenant, tous les produits qui ont un seuil supérieur, je vais vous montrer c'est quoi le seuil en fonction des produits, un seuil supérieur en sodium, en sucre, en gras saturé, doit afficher en avant du produit, de l'emballage, cette étiquette. Donc, celui-ci que vous voyez jusqu'ici. Alors, si votre produit contient également les 3 éléments, il doit apparaître directement. Et ce logo est transmis par Santé Canada.
Le but, c'est que ça puisse permettre aux consommateurs d'avoir l'information directement parce que cela va éviter que ceux qui ont des maladies, certaines restrictions puissent être conscients de ce qu'ils consomment. Et le consommateur, quand il voit les tableaux nutritifs, il ne comprend pas trop qu'est-ce que ça signifie. Certains ne savent pas qu'est-ce qu'il y en est. Est-ce que c'est bien la dose que je prends? Donc, on a déterminé un seuil afin de dire que oui, ce produit est composé d'une quantité assez importante de sodium, de sucre et de gras saturés. Quels produits qui sont concernés, pardon. Alors, les produits préemballés vendus au Canada, importés ou fabriqués localement. Puis certaines des options qui sont normalement ainsi que qu'on trouve comme le sel, l'huile, les produits comme les légumes et les fruits sans additifs, et certains produits qui sont des plus petites portions. Donc, comme je disais, il y a un seuil à respecter. Donc, le seuil, c'est la quantité quotidienne recommandée par un adulte moyen. Donc, si j'ai un produit qui dépasse les 15%, on doit impérativement, en fonction du type d'emballage, pour les formats, les plus grands formats, si ça dépasse les 15%, il faut absolument avoir le symbole loupe en avant du produit. Je pense que vous avez dû voir dans les épiceries présentement quand vous allez acheter. Prenez le temps de vérifier. Bien souvent, on le trouve, le logo qui apparaît sur en avant. Regardez votre paquet de chips. Regardez maintenant les jus. De plus en plus sur les jus, on le voit. Les gâteaux. Regardez bien. Même, je pense, même en charcuterie. Et pour les seuils les plus petits formats inférieurs ou égaux à 30 grammes ou 30 millilitres, le seuil est réduit à 10%. Qu'est-ce que cela implique pour pour les entreprises comme Medita? Donc, il faudrait reformuler potentiellement la recette, modifier ou refaire complètement les étiquettes, puis anticiper l'impact marketing. Alors, reformuler une recette demande de revoir tout ce qu'on a déjà mis en place. Ça veut dire le protocole expérimental. Donc, ça signifie, est-ce que si je veux réduire la quantité de sodium, par exemple, par rapport à la sauce que l'idée veut mettre en place, ben, qu'est-ce que je devrais utiliser pour réduire? Parce qu'il ne suffit pas de réduire un produit pour pouvoir dire qu'il aura un bon goût. C'est là que ça va être dangereux parce que quand un client achète un produit, c'est par rapport au goût qu'il a acheté, que son cerveau mémorise la saveur qu'il a découvert. Qu'est-ce que Edith est prête à faire? Est-ce qu'elle est prête à reformuler son produit en créant une nouvelle recette afin de trouver l'équilibre qui permette de garder l'authenticité de son produit et à la fois de permettre un produit qui soit un produit qui reste toujours de qualité ou elle se dit bon regarde ça serait mieux de tout refaire l'étiquetage, c'est vrai j'aurais une perte si tout ce que j'avais déjà créé, que j'avais déjà mis en place, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décide de détruire ces étiquettes et refaire celui-ci? Puis en même temps, elle se pose aussi la question, mais si je change ma recette, mais ça perd son authenticité, ça perd son histoire. Qu'est-ce que je suis prête à mettre en place pour justement que mes clients aient confiance avec mes produits? Est-ce que je vais accentuer? Et je pense ça serait tellement intéressant d'en discuter demain avec Jean-Philippe, justement d'en parler de cette histoire. Comment valoriser un produit et comment le mettre en comment dire ça? Même si mon produit est riche en sodium, mais je peux amener une manière en disant, mais c'est un produit de qualité. Qu'est-ce qui fait de lui que c'est un produit de qualité? Si votre produit devait afficher le symbole loupe en 2026, que feriez-vous? Changer la recette pour éviter la loupe? Assurer la loupe et mise sur le goût et authenticité? Ou retirer ce produit et créer un autre? J'ai envie de voir ces informations. Qu'est-ce que vous allez choisir justement? J'imagine que ça vous fait émerger beaucoup d'informations, beaucoup de questionnements à travers celui-ci.
mais c'est des choix que vous devez faire. Et en fonction des choix que vous allez mettre, vous allez prendre comme décision, c'est à partir de là, vous allez chercher à savoir qu'est-ce que ça me prend et comment je dois le mettre. Ne partez pas, comme je dis souvent, tête première et puis dire, oh, c'est pas grave, je vais mettre mon produit sur le marché, ça va être comme ça et puis après je vais voir. Non. Pensez avant et quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que j'aurai comme conséquence à long terme? Donc, réfléchissez bien, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme changement? Qu'est-ce que je suis prête à faire et qu'est-ce que ça me prend? Voilà. Donc, n'oubliez pas que franchement, pour demain, ça sera le plus ça avec Jean-Philippe qui va vous venir vous parler du storytelling. Ça va être très important à la suite de tout ce que nous avons dit. Nous arrivons bientôt vers la fin de notre présentation. Alors, Edith, elle se sent maintenant plus en confiance, elle se sent plus seule parce qu'elle est entourée des personnes clés pour lui donner les bonnes informations. Elle comprend maintenant mieux c'est quoi un système. Elle a un plan clair pour avancer. Elle se sent en sécurité. Et c'est ce que nous souhaitons pour vous. Vous sentir en sécurité, avoir les bonnes informations et justement de prendre confiance sur votre produit. Si vous êtes en confiance, c'est sûr que votre client le sera également. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie d'avoir pris ce temps pour pouvoir comprendre c'est quoi la réglementation, c'est quoi l'étiquetage et ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre système? Qu'est-ce que vous avez comme astuce? En tout cas, si vous avez encore des questions, si vous voulez me rejoindre, je serai ravie de vous accompagner. Voilà, c'est tout pour moi. Et merci beaucoup, Vanina, pour cette merveilleuse présentation. On a passé un très bon moment ensemble. J'espère que vous avez pris des notes. On vient de vivre une session importante parce que chaque entrepreneur qui veut avancer en 2026 doit entendre ce genre d'informations-là pour être clair, pour être concret dans ses stratégies, tout ça, faire ça sans détour. Puis vous l'avez entendu aujourd'hui. Si je me permets un peu de résumer ce que, ce que Vanina a partagé aujourd'hui, je résumerais peut-être tout ça en trois vérités que j'aimerais que vous gardiez en tête. Premièrement, la conformité, c'est pas un détail, ça peut être une barrière d'entrée. Donc, si vous voulez en 2026 avancer, ben, il y avait des erreurs à éviter pour sa mise en marché, puis je pense qu'on en a bien parlé aujourd'hui. Deuxièmement, ça pourrait être que les erreurs d'étiquetage coûtent plus, coûtent plus cher à corriger qu'à prévoir. Donc, ça implique des coûts cachés, des retards, des produits qui peuvent être refusés, puis ça peut ruiner un lancement de nouveaux produits, un peu comme Vanilla en a parlé. Puis, je dirais troisième élément, c'est que beaucoup d'entrepreneurs découvrent leurs erreurs au pire moment, donc souvent c'est trop tard. Donc, Vanilla nous a montré comment éviter tout ça. Maintenant, c'est littéralement ce qui fait la différence entre avancer avec confiance et réparer des catastrophes. C'est un peu ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Donc, peut-être une petite question pour vous, je vais la partager également dans le chat. Selon vous, qu'est-ce qui va réellement changer pour votre entreprise si, après la session d'aujourd'hui, ben, rien ne change dans votre façon de gérer vos étiquettes, vos fournisseurs, vos fiches nutritionnelles? Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez passer sans enjeu, sans difficulté vos caps pour la prochaine année? Parce que, on le sait, juste savoir les choses, ça change pas les résultats. C'est seulement les décisions qui changent les résultats. Puis aujourd'hui, vous venez d'avoir beaucoup de clés pour prendre vos premières vraies décisions pour 2026, pour revoir une étiquette, pour vérifier une fiche de fournisseur, pour clarifier une mention qui est obligatoire, pour mettre à jour vos documents pour l'agence d'inspection des aliments de votre région. Donc, c'est vraiment pour vous poser des bonnes questions pour éviter des mauvaises surprises en 2026. Pour celles et ceux qui sentent qui veulent peut-être pas faire ça seuls,
pour celles et ceux qui veulent être accompagnés par des experts comme nous, comme Vanina, comme Yanira qu'on a vu hier, pour mettre tout sur les rails pour votre année 2026. On a aujourd'hui, je lance des inscriptions pour un accompagnement, un challenge qu'on vous présente. Ça s'appelle le Sprint AfroFood 2026. Puis, l'objectif, c'est que vous puissiez contrôler avec Yanira votre compte d'approvisionnement, que vous puissiez maîtriser votre stratégie de conformité avec Vanina, puis poser vos bases pour être capable de magnétiser votre message avec moi, puis avec mon approche en branding afro-magnétique. Donc, c'est un accompagnement express. On travaille ensemble sur une période pour vous préparer pour les 30 prochains jours, pour stabiliser la chaîne d'approvisionnement, pour savoir quel plan, quelles actions clés vous devriez mettre en place dans votre entreprise à vous pour les prochains jours. Donc, on va accompagner un petit groupe sérieux et motivé, prêt à prendre des décisions. Donc, dans ce sprint de 30 jours, ça, rapidement, demain, j'en parlais un peu plus lors de la session, mais rapidement, qu'est-ce que vous savez avec ça? Vous allez avoir un appel avec moi, juste pour s'assurer que c'est vraiment le bon service que vous avez besoin et qu'on peut vous orienter. Donc, ça, c'est un appel pour lancer le tout. Vous allez avoir une mini-consultation au niveau de votre chaîne d'approvisionnement avec Yanira. Vous allez passer 60 minutes avec elle. Puis après ça, une autre mini-consultation au niveau de la conformité avec Vanina. Puis finalement, une session avec moi pour parler de votre branding, comment vous allez positionner votre marque de façon plus premium, puis attirer les bons types de partenaires et de clients que vous voulez. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez ressortir avec un plan avec des actions concrètes vraiment adapté à votre projet, à vous, votre entreprise, pour que votre AfroFood soit sous contrôle pour lancer 2026. Puis ça vient même avec une session aussi pour toutes les personnes inscrites parce qu'on prend un petit groupe seulement de 12 personnes où est-ce qu'on va faire une session en live pour répondre à vos questions dans une ambiance de groupe pour faire avancer puis déverrouiller des blocs. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vais le partager dans le chat. Vous avez envie de rejoindre le sprint AfroFood, les inscriptions vont être ouvertes. J'en parle davantage demain. Puis maintenant, j'aimerais vous préparer pour justement pour demain, la troisième et dernière journée. On va parler de quelque chose que tout le monde doit vraiment maîtriser. Ou peut-être que les gens croient maîtriser, mais que je constate que beaucoup peu maîtrisent. C'est vraiment ce que j'appelle le storytelling gastronomique. C'est vraiment l'arme secrète pour votre marque AfroFood, pour qu'elle soit choisie, pas seulement vue. Pour que vous puissiez vous pouvez avoir un produit qui est conforme, parce que c'est super important, on l'a vu, une chaîne de valeur aussi qui est solide, une production stable. Mais si votre message, il n'est pas clair, si votre histoire, elle n'est pas en mesure de magnétiser, si votre positionnement, il reste invisible, alors vos ventes aussi vont rester plutôt invisibles ou pas à la hauteur de ce que vous voulez vraiment. Donc, demain, je vais vous montrer comment activer ce que j'appelle votre hook magnétique, puis comment sortir du discours qui est plutôt générique, qui tue généralement les ventes qui sont capables de scaler. C'est la séance que je veux qui soit transformationnelle pour terminer ce challenge. Donc, avant de se quitter, j'ai deux petites demandes pour vous. Soyez là demain à 10h50 heure de Montréal, 16h50 heure de Paris. On va poursuivre avec le cœur de ce challenge. C'est là où on va rassembler un peu tout ce qu'on a vu avec Vanina et avec Yanira. Puis, si je vous invite aussi à partager cette expérience dans votre réseau. Peut-être avec un entrepreneur qui a une marque AfroFood qui mérite d'avancer avec nous. On est en train vraiment de vouloir construire une communauté forte, de pouvoir faire rayonner nos marques afrodescendantes, afro-caribéennes. Puis, on a envie qu'on puisse faire ça ensemble, pas seulement seul dans son coin. Donc, merci encore à tout le monde pour votre présence, pour votre énergie, pour vos questions, votre engagement, que vous le regardiez en live ou en rediffusion. Donc, on se retrouve demain, vendredi, le 12 décembre, pour la suite et pour la conclusion de ce challenge. Vanina, encore une fois, un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ta présentation,
Puis, ben, ça va être un autre rendez-vous pour demain. À bientôt et à demain. Super. Donc, santé, bonheur et succès à tous les afro-entrepreneurs. À demain.